Que feriez-vous si, un jour, vous aperceviez les yeux d'un enfant, silencieux, lourd et rempli d'un désespoir tranquille, scrutant sous un vieil escalier? Thomas n'avait que 8 ans lorsque le monde extérieur a oublié son existence. Enfermé dans l'obscurité pendant 4 longues années, il ne croyait plus au miracle jusqu'à ce qu'un homme, un millionnaire qui avait tout perdu, entre tranquillement dans cette maison et prononce un seul mot qui change tout. Assez. Thomas Whittaker avait maintenant 75 ans. Son nom était gravé sur les murs de l'hôpital, imprimé dans les brochures des bourses d'études et annoncé lors des galas de collecte de fonds. Les gens lui posaient souvent la même question, comment es-tu arrivé ici? Comment un homme comme lui en est-il arrivé à construire 2 hôpitaux pour enfants, à financer des centres de traumatologie à travers le pays et à passer sa vie à genoux aux côtés d'enfants brisés, en murmurant « Je comprends ». Il s'attendait à une histoire pleine d'inspiration, à un professeur brillant, peut-être à une expérience de mort imminente ou à un miracle. Mais les miracles sont bien rangés. Son histoire ne l'était pas. L'histoire de Thomas commence sous un escalier, dans le noir, en silence et en compagnie de monstres. Il ne se souvenait pas beaucoup de ses premières années, mais ce qui avait survécu à toutes ces décennies ressemblait à une photographie abandonnée sous la pluie au clair au centre mais floue et déchirée sur les bords. Le rire de sa mère. C'est ce dont il se souvient le mieux. Cela ressemblait à des carillons éoliens dansant dans une brise d'été. Son rire vivait dans tous les coins de leur petite maison lorsqu'elle pliait le linge en dansant sur du jazz, ou lorsqu'elle tapait 3 fois la cuillère contre la marmite avant de verser la soupe, comme un rythme secret destiné uniquement à lui. Elle lui brossait les cheveux avec des mouvements lents et patients, même lorsqu'il se tortillait. Elle fredonnait Ella Fitzgerald et lui embrassait le sommet de la tête. Elle s'appelait Myriam. Elle est décédée quand il avait 4 ans, dans un accident de voiture. Instantané. Ils ont dit que son père n'avait pas pleuré lors des funérailles. Pas devant lui. Quoi qu'il en soit, Walter Whittaker s'est remarié 6 mois plus tard. Elle s'appelait Lorraine. C'est à ce moment-là que tout ce que Thomas savait sur la chaleur commença à pourrir. Les gens parlaient rarement de pères comme Walter, ni cruel, ni violent, simplement absent. Présent à la manière d'une horloge qui tourne en arrière-plan, d'une forme dans la pièce, mais pas d'une âme. Walter prétendait être un voyageur de commerce. Il vendait du matériel spécialisé en porte-à-porte, charnières importées, luminaires en laiton, poignées de tiroirs personnalisés. Il sentait toujours légèrement la crème à raser et le café rassis. Il portait des boutons de manchette, même s'il n'était pas assorti à sa chemise. Quand il était à la maison, il était poli, distant, détaché. Il n'a jamais élevé la voix, n'a jamais posé la main sur Thomas, mais il n'a jamais non plus posé de questions sur les bleus, n'a jamais remarqué la façon dont le corps de Thomas rétrécissait, ne s'est jamais demandé pourquoi le garçon grimaçait quand il s'approchait trop. Avec le recul, Thomas croyait qu'une partie de son père le savait. Je savais que les sourires de Lorraine étaient trop tendus. Que le silence de Thomas avait de la profondeur. Ce quelque chose à l'intérieur de leur maison était devenu pourri. Mais savoir et agir étaient des océans différents, et Walter a choisi de s'éloigner. Les voyages d'affaires sont devenus plus longs. Les appels téléphoniques étaient moins nombreux. Finalement, les cartes postales ont complètement cessé d'arriver. Et quand il fut parti, vraiment parti, Lorraine ôta le masque. La première fois qu'elle a enfermé Thomas sous l'escalier, il avait 5 ans. C'est arrivé après qu'il ait renversé un verre de lait sur son tapis. Il avait dit désolé, il se souvenait de cette partie. Il s'excusait encore et encore jusqu'à ce que sa gorge devienne irritée. Elle n'a rien dit. Il lui a juste attrapé le bras, l'a traîné sur le sol, a ouvert la petite porte sous l'escalier et l'a poussé à l'intérieur. Il se souvient avoir pensé que c'était une punition, un temps mort. Mais le temps ne s'y passait pas de la même manière. Il n'y avait ni lumière, ni horloge, seulement le bruit de sa respiration, le bourdonnement lointain du réfrigérateur et ses pas au-dessus de sa tête. Personne n'est venu le chercher cette nuit-là, ni la nuit suivante. Il y vécut 4 ans. Les gens pourraient imaginer quelque chose de pittoresque, une armoire poussiéreuse, un petit matelas, une seule ampoule. Ce n'était pas le cas. C'était un vide sanitaire étroit, humide et pourri. Les murs fuyaient en hiver. La moisissure s'est glissée dans les coins. L'odeur de moisissure était si épaisse qu'elle lui donnait des hauts-le-cœur pendant son sommeil. Il n'y avait pas de couverture, juste des chiffons. Pas de salle de bain, juste un seau. C'était un cercueil qui ne fermait jamais. Mais le pire? Les règles. Première règle, pas de son. S'il pleurait trop fort, la porte s'ouvrirait en grand et sa colère affluerait.
cuillère en bois, manche à balai, point. S'il se murmurait quelque chose, elle lui volerait sa couverture. S'il faisait du bruit à la fin des invités, il ne mangerait pas pendant des jours. Deuxième règle, aucun espoir. L'espoir était le tour le plus cruel. Cela lui faisait croire que quelqu'un pourrait le remarquer, aucun voisin pourrait entendre, qu'un enseignant pourrait poser des questions, que quelqu'un, n'importe qui, pourrait le regarder dans les yeux et dire « ce n'est pas bien ». Personne ne l'a jamais fait. Troisième règle, souriez lorsqu'on vous appelle. Lors de la visite des invités, Lorraine lui peignait un masque. Elle l'a frotté, l'a habillé de vêtements rigides qui ne lui allaient pas et l'a forcé à s'asseoir à ses côtés comme un accessoire grotesque. Il n'était pas autorisé à parler à moins qu'on lui parle. S'il jouait bien son rôle, il pourrait avoir une croûte de pain. Sinon, il serait ramené dans le noir avec une marque sur le dos et du sang dans la bouche. Ils l'ont traité de garçon si poli. Personne ne lui a jamais demandé pourquoi il tressaillait lorsqu'on lui touchait l'épaule. Il est devenu son serviteur, son ombre, son punching ball. À 18 heures, il récurait les sols à main nue. À 7 heures, nettoyait sa chambre, pliait son linge, astiquait ses verres à vin. Vers 20 heures, il avait oublié à quoi ressemblait son propre nom. Elle ne l'a jamais utilisé. Il l'était. Ce truc, c'est une petite erreur. Thomas ne savait pas combien d'anniversaires il avait passé sous les escaliers. Il ne se souvenait pas d'une seule bougie, mais il se souvenait de la façon dont elle vivait en lui comme un écho. Cela le faisait halluciner, lui murmurait des choses étranges dans le noir. Cela atténuait sa peur, rétrécissait son corps, mais gardait son esprit juste assez éveillé pour souffrir. Il commença à craindre la lumière, non pas pour ce qu'elle montrait, mais pour ce qu'elle signifiait. Light signifiait qu'elle se souvenait de son existence. La lumière signifiait la douleur. Alors il a appris à aimer le noir. Ce dont il se souvenait le plus clairement de ces années-là, c'était à quel point le monde était devenu petit. Cela se rétrécissait jusqu'à la largeur de ce placard, l'odeur du bois pourri, la douleur dans ses genoux, le bruit des talons de Lorraine dans les escaliers. Il s'est lié d'amitié avec les ombres, a nommé les fissures des murs et s'est raconté des histoires pour rester sain d'esprit, des versets bibliques, des contes de fées, des fragments de chansons dont il se souvenait à peine. Il ne savait pas pourquoi il ne s'était pas complètement brisé. Peut-être parce qu'il lui restait encore un fil de mémoire, un fantôme auquel s'accrochait, sa mère, Myriam. Elle était partie, mais pas partie. Elle vivait dans les battements de son cœur, dans les berceuses qu'il murmurait quand la douleur était trop forte, dans l'odeur des crêpes qu'il imaginait parfois dériver entre les mailles du filet. En sentant ses doigts boutonner ses chemises il y a longtemps, elle l'a sauvé. Sans jamais y avoir été, il ne détestait pas Lorraine. Il la craignait. La haine aurait signifié qu'il lui restait encore de l'énergie pour se battre. Mais dans cet endroit, sous cet escalier, il n'y avait pas de place pour la haine, seulement pour la survie. Même maintenant, des décennies plus tard, Thomas se réveillait encore, tendant parfois la main vers le mur. Sa femme l'avait trouvé par terre plus de fois qu'il ne pouvait l'admettre recroquevillé, pleurant dans son sommeil, murmurant des choses dont il ne se souvenait pas parce que le corps n'oublie jamais. Il avait 9 ans quand tout a changé. Quand quelqu'un a finalement regardé ou pas regardé, mais regardé. Vous savez déjà comment se passe le reste. Le coup frappé à la porte, l'homme en costume gris, le papier que Thomas a glissé derrière le vase à fleurs, le mot qu'il a crié, assez. Mais avant tout cela, il y avait un garçon sous les escaliers, ni en colère, ni courageux, il attendait juste. Et c'est ce que vous devez savoir. Avant les hôpitaux, avant les blouses blanches, les discours et les récompenses, avant que les gens ne l'appellent Dr Thomas Whittaker, il y avait un garçon. Il s'appelait Thomas. Il vivait dans le noir. Et un jour, il fait un choix, aller vers la lumière. Il y a des souvenirs qui ne vivent pas seulement dans votre esprit. Ils vivent sous votre peau. Comme les éclats de verre, Thomas avait appris à vivre autour de beaucoup de choses. Mais la première fois qu'il l'a vu, l'homme qui allait tout changer un jour, était l'un des plus pointus. C'était un mardi. Il s'en souvenait parce que Lorraine nettoyait toujours la maison en profondeur le mardi. Son nettoyage n'était pas seulement une question d'hygiène, c'était une question d'apparence. Elle frotta le parquet jusqu'à ce que le cirage lui pique les yeux à travers les lattes de la porte du placard. La maison empestait le citron, l'eau de javel et le désespoir rassis. Les mardis, c'étaient les jours où elle prétendait être quelqu'un d'autre, pas la femme qui le tirait par les cheveux ou lui jetait de la soupe sur les genoux. Le mardi, Lorraine était agréable, du moins jusqu'au départ des invités.
Ce matin-là, Thomas écoutait dans le noir. Recroquevillé dans le coin où le bois humide rencontrait le mur froid, il attendit. Il attendait toujours quoi, il ne savait pas. Puis 3 coups, secs, nets, mesurés, ni frénétiques comme le facteur, ni paresseux comme le releveur de compteur. Il s'est figé. Lorraine s'arrêta de bouger. Il imaginait ses mains gelées sur un torchon, son esprit s'emballant soudainement. La porte s'ouvrit en grinçant. Sa voix vint ensuite, douce et lumineuse. « Oh, monsieur Whitmore !» Quelle agréable surprise. Il ne connaissait pas encore ce nom, mais il ne l'oublierait jamais. Thomas se pencha plus près de la porte du placard. Il était vieux et déformé par le temps. S'il inclinait la tête correctement, il pouvait entendre chaque mot, chaque pas sur le parquet grinçant. « J'espère que je ne vous interromps pas », a déclaré l'homme. Sa voix était différente, calme, confiante, délibérée, au pas le ton aboyant d'un vendeur, ni nasale ni forte, ferme, comme si elle appartenait à quelqu'un qui n'avait pas besoin de la hausser pour se faire entendre. On m'a dit que cette adresse contenait quelques pièces de porcelaine du milieu du siècle, peut-être des répliques de la dynastie Tang. Lorraine rit. C'était trop fort, trop faux. Oh, tout à fait. Mon mari était un grand collectionneur. Entrez, s'il vous plaît. Pardonnez l'état des lieux. Je n'attendais pas d'invité. Thomas entendit la porte se fermer. 2 paires de chaussures traversèrent le parquet en direction de la salle d'exposition. Il connaissait bien cette pièce, de hauts rideaux de velours, un piano en bois sombre, dernière trace de l'amour de son père pour les belles choses. Il ne savait pas pourquoi il continuait à écouter. Peut-être était-ce la voix de l'homme, la façon dont chaque mot était soigneusement choisi, jamais précipité. L'homme a posé des questions sur l'émail, l'âge, les marques. Lorraine a trébuché dans les réponses, inventant des termes qu'elle ne comprenait pas. Thomas l'imaginait souriant trop fort, espérant que cet inconnu lui offrirait de l'argent. Et puis un son lui échappa. Il n'avait pas eu l'intention d'y arriver. Il avait été malade la nuit précédente, fiévreux et tremblant. Sa gorge lui brûlait encore et ses mains tremblaient alors qu'il s'emparait de la tasse en fer blanc bosselé que Lorraine se souvenait parfois de laisser. Mais son coude l'a renversé. Le métal heurta le sol avec fracas, roulant et claquant sur les planches, frappant le mur avec un bruit sourd. Silence. Le vide s'est arrêté. Les plats s'immobilisèrent. Même Lorraine est devenue silencieuse. Puis vint la voix de l'homme mesurée, douce, curieuse. « Est-ce que quelqu'un d'autre est ici ?» La réponse de Lorraine fut rapide et aiguë. « Oh, non. Juste la vieille plomberie. Vous savez comment sont ces maisons. » Gémissait et gémissait comme si elles étaient hantées. Une autre pause, puis un bruit de pas. Ces pas, se dirigeant vers les escaliers. Le cœur de Thomas battait à tout rompre dans sa poitrine. Il se recroquevilla dans le coin le plus éloigné du placard, se recroquevillant sur lui-même comme un animal blessé. Il ne voulait pas être vu. Pas comme ça, pas couvert de crasse, pas tremblant comme un rat piégé. Mais il était trop tard. La porte grinça. La charnière rouillée a cédé et s'est ouverte de quelques centimètres seulement. La lumière se déversait, douce, dorée, aveuglante. À travers cet éclat de lumière, l'homme le voyait. Pendant un instant, le monde s'arrêta de tourner. Thomas était assis, les genoux ramenés contre sa poitrine. Sa chemise était déchirée. Son visage était collant avec quelque chose qu'il ne se souvenait pas avoir mangé. Il ne s'était pas baigné depuis des jours. Ses cheveux pendaient en mèches grasses sur ses yeux. Mais il regarda l'homme, et l'homme se retourna. Il était grand, mince, plus âgé. Les cheveux argentés touchaient ses tempes et son costume propre ne se froissait pas même lorsqu'il se penchait légèrement en avant. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. C'étaient ses yeux, d'abord la confusion, puis la prise de conscience, puis quelque chose pour lequel Thomas n'avait pas encore de nom. L'homme ne détourna pas le regard et, pour la première fois dans la vie de Thomas, quelqu'un le vit. Pas comme un inconvénient, pas comme une chose, mais comme un garçon. Thomas pensa qu'il pourrait dire quelque chose, lui demander qui il était, s'il allait bien. Il imagina, pendant une seconde haletante, que l'homme s'agenouillerait, poserait doucement une main sur son épaule et prononcerait les mots dont il rêvait depuis des années, « Tu n'as pas ta place ici. Je te ramène à la maison. » L'espoir est monté si vite que ça faisait mal. Mais Lorraine se déplaça plus vite qu'il ne l'avait jamais vue. Elle s'interposa entre eux comme un rideau qui se fermait. « Oh,
Je vois que tu as trouvé le vieux placard de rangement, dit-elle avec un rire cassant. Pardonnez le désordre. C'est juste Thomas, le fils de mon mari. Le pauvre. Pas tout cela, si vous voyez ce que je veux dire. L'homme ne cligna pas des yeux. Thomas non plus. Il n'est pas dangereux, a poursuivi Lorraine. Sa voix oscillait entre la douceur et la panique. Juste lentement. Les médecins ont dit qu'il ne parlerait peut-être jamais correctement. Vous savez ce que c'est. L'homme la regarda, puis Thomas, et quelque chose changea sur son visage. La chaleur s'est évaporée. La douceur a disparu. Il redressa son manteau. Je pense que j'en ai assez vu, dit-il doucement. Puis il se retourna et s'éloigna ni vite, ni lentement, mais certain. Thomas entendit la porte d'entrée s'ouvrir, puis se fermer. Et le silence qui suivit fut la chose la plus forte qu'il ait jamais entendue. Cela a rempli la maison. Cela lui remplit la poitrine. Et puis Lorraine s'est retournée contre lui. Son visage se tordit de fureur. Tu viens de me coûter cher, espèce de petit rat. Il s'est préparé. Cette nuit-là, il n'y avait ni nourriture, ni eau. Elle l'a frappé avec le talon de sa chaussure si fort que ses oreilles ont sonné pendant 3 jours. Il a saigné dans son oreiller et n'a pas pleuré. Non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce qu'il n'avait plus de larmes. Elle a menacé de fermer le placard et il l'a cru. Mais rien de tout cela, les bleus, le sang, la faim ne faisait autant mal que ces quelques secondes sous la lumière. Parce que pour la première fois de sa vie, il avait été vu. Et puis invisible, pas rejeté, pire encore, rejeté. Comme s'il n'avait pas d'importance, comme s'il ne valait pas la peine d'être sauvé. Thomas ne savait pas alors quelle graine avait été plantée ce jour-là. Je ne savais pas à quel point l'homme était sur le point de revenir. Je ne savais pas que quelque chose avait déjà changé en lui, doucement, comme la marée change sous une pleine lune. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait gravi la moitié de l'échelle de l'espoir, puis retombé dans le noir, de nouveau dans l'attente, toujours dans l'attente de quelqu'un qui pourrait revenir. Cette fois, pour de vrai. Cette fois, pour rester. Après ce jour, le jour où leurs regards se sont croisés à travers l'étroite fente du placard, quelque chose a changé. Au début, cela ne semblait pas grand-chose. Rien n'a changé à l'extérieur. Lorraine était toujours Lorraine, à la langue acérée et cruelle, aussi imprévisible qu'une tempête d'été. Le placard restait sombre et humide, ses coins moisissant là où le bois avait gonflé. Thomas s'endormait toujours, les bras enroulés autour de ses genoux, claquant des dents à cause de la faim et du froid. Ses côtes lui faisaient encore mal à cause de son dernier coup de pied. Sa joue le piquait encore, là où sa bague avait fendu la peau. Mais quelque chose dans l'air avait changé. C'était petit, à peine là, comme un murmure après des années de silence. Peut-être était-ce dû à la façon dont Lorraine se déplaçait plus vite que d'habitude, cassait davantage, vérifiait les serrures 2 fois. Thomas n'en était pas sûr, mais il pensait qu'elle était nerveuse, comme si ce bref craquement dans la porte du placard avait laissé entrer plus qu'un simple éclat de lumière. Cela avait laissé entrer la possibilité, et cette possibilité était dangereuse pour quelqu'un comme Lorraine. Elle a donc resserré les règles. Pas de bruit à moins qu'on leur parle. Pas de grattage, pas de tout, pas de mouvement à la fin des invités. Et surtout aucun signe de vie. Mais environ une semaine plus tard, il entendit à nouveau la voix. C'était tôt le matin. La maison sentait le vinaigre et les restes roussis de la dernière tentative ratée de Lorraine pour prendre un petit déjeuner. Elle brûlait toujours les toasts. Thomas, caché sous l'escalier, essaya de se faire plus petit que sa propre ombre lorsqu'il l'entendit, 3 coups légers, une pause, puis la porte s'ouvrit. « Eh bien, monsieur Whitmore, dit Lorraine, d'un ton plat et tendu. De retour ? Juste dans le quartier, fut la réponse. Calme, mesuré, familier. C'était lui, l'homme à la voix ferme et aux cheveux argentés, celui qu'il avait vu. J'espérais revoir ce vase, le bleu et blanc. Je crois que j'ai manqué une marque de fabricant. Thomas pressa son oreille contre le bois. Il pouvait entendre la pause dans la respiration de Lorraine, le calcul mental derrière son silence. Il représentait toujours l'argent, du moins c'est ce qu'elle croyait. Très bien, dit-elle enfin, mais ne vous attendez pas à un service de thé cette fois. Il entra. Thomas ne bougeait pas. Il n'a pas osé, mais il a écouté. Il a mémorisé le rythme des pas de l'homme, ses semelles souples sur du bois dur usé, sans hâte et délibéré. L'homme passa devant le placard, ne l'ouvrit pas, mais s'arrêta.
Il resta immobile un instant. Thomas le sentit, le subtil changement de pression atmosphérique. L'espace d'une respiration suspendue, il crut sentir le regard de l'homme posé sur le bois. « Je ne pousse pas, je vérifie juste. » Puis les pas ont continué et l'homme est parti. Cet après-midi-là, Lorraine ouvrit la porte du placard et y jeta un balai. « Nettoyer les coins » a-t-elle lancé. Elle n'a pas remarqué ce qui avait été laissé derrière elle, mais Thomas l'a fait. Niché derrière une poutre, soigneusement placée au seul endroit que quelqu'un vivant dans le placard pourrait remarquer, se trouvait un livre. Pas neuf, pas brillant, mais propre et intact. Le lapin velouté. Ses mains tremblèrent lorsqu'il le ramassa. Les bords étaient mous à cause de l'usage. Le dos s'est légèrement fissuré lorsqu'il l'a ouvert. À l'intérieur de la couverture, avec une écriture soignée et légèrement inclinée, se trouvait une simple note. « Je pensais que ça pourrait te plaire. » C'était tout. Aucune menace, aucune instruction, juste un cadeau. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un lui donnait quelque chose sans douleur en retour. Il regarda le livre pendant ce qui lui parut des heures avant d'oser le cacher sous les chiffons, non pas sous le plancher, pas à l'air libre, mais soigneusement, avec respect, entre la couverture et le mur. Assez loin pour que Lorraine ne le voie pas si elle jetait un coup d'œil à l'intérieur. Cette nuit-là, Thomas n'a pas dormi. Il tenait juste le livre contre sa poitrine. Après cela, l'homme a continué à venir. Pas tous les jours, mais assez souvent pour que Thomas se mette à l'attendre. Chaque fois qu'il arrivait avec une nouvelle question sur un morceau de porcelaine différent ou une soucoupe ébréchée, il disait avoir manqué. Lorraine roulait des yeux à chaque fois, mais la cupidité émoussait les soupçons. Elle l'a laissé entrer. Toujours poli, toujours décontracté, mais toujours en train de s'attarder près des escaliers. Après son départ, Thomas trouvait quelque chose, une serviette pliée, une boîte de biscuits salés, une paire de chaussettes propres et légèrement usées mais chaudes, une serviette en papier enroulée autour de 2 œufs durs. Jamais assez pour sonner l'alarme. Mais pour Thomas, il représentait un trésor. C'était des preuves. Il avait été vu. Il ne savait pas comment appeler la sensation qui montait dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'espoir. Pas encore. Il ne faisait pas confiance à l'espoir. L'espoir t'a rendu doux, et la douceur t'a blessé. Mais quelque chose de nouveau était entré dans son monde. Il commençait à l'écouter le matin, pressait son oreille contre la porte du placard. Son cœur bondissait au bruit du plancher craquant sous ses pas prudents. Il mémorisait la cadence de la marche, l'inflexion de la voix. Il l'appelait quelque chose dans son esprit, l'homme aux yeux tristes. Parce que c'est ce qu'ils étaient tristes, pas comme ceux de Lorraine, qui étaient froids et vides. Ses yeux étaient creusés par l'amertume. Sa tristesse était différente. Cela avait de la profondeur, comme quelqu'un qui avait connu la joie et l'avait perdue. Comme quelqu'un qui avait vu quelque chose une fois et ne s'en était jamais remis. Un jour, après son départ, Thomas a découvert quelque chose de différent. Ce n'était pas de la nourriture, des vêtements ou quoi que ce soit de pratique. C'était de l'art, un épais morceau de papier à dessin soigneusement plié. D'un côté, un dessin au crayon, un garçon assis sous une fenêtre, maigre mais pas cassé, tenant un livre sur ses genoux, un rayon de soleil tombant sur lui comme une main douce. Les lignes étaient douces, délicates, dessinées par quelqu'un qui savait à quoi ressemblaient les ombres. Au dos, dans la même main inclinée, se trouvaient 8 mots discrets. Si jamais vous avez besoin d'aide, placez ce papier près de la fenêtre. Pas de nom, pas de signature, pas d'instruction, juste un choix. Thomas l'a regardé pendant des heures. Ses doigts parcouraient encore et encore le bord de la page. Que voulait-il dire? Aide? Comment? Quand pourrait-il lui faire confiance? Ou pire, et si c'était un piège? Et si Lorraine le trouvait? Et si elle le surprenait en train d'essayer de le placer? Cette nuit-là, il n'a pas dormi. Il tenait le journal contre sa poitrine et écoutait la maison respirer. Il écoutait le claquement du réfrigérateur, les pas de Lorraine, le vent gémissant à travers les vitres craquelées. Il déplia et replia le papier jusqu'à ce que les bords deviennent mous et que le pli au centre se plie comme un battement de cœur. Il ne l'a pas placé près de la fenêtre. Pas cette nuit-là. Il ne pouvait pas. Pas encore. Mais il ne l'a pas jeté non plus. Il l'a caché, profondément enfoui dans son coin, sous le livre, sous les chaussettes enveloppées dans une serviette propre. Ce n'était pas un signal. Pas encore. Mais c'était autre chose.
Un fil. Quelque chose à quoi s'accrocher. Il lui faudrait des semaines pour agir. Mais cette seule esquisse, ce seul geste silencieux suffisait à remuer quelque chose enfoui depuis longtemps. Parce que parfois la gentillesse ne crie pas. Cela ne vient pas avec des sirènes, des projecteurs ou de grands sauvetages. Parfois, il se glisse sous un encadrement de porte, s'arrête devant un placard et murmure « Je te vois ». Et dans un monde construit sur le silence, c'est le son le plus fort qui soit. C'était au début de l'automne que la nouvelle arriva. Les premiers signes de la saison se glissaient comme des murmures, des soirées plus fraîches, l'odeur des feuilles qui commençaient à pourrir dans la terre, le bruissement sec du vent glissant à travers les arbres qui s'éclaircissaient. Depuis sa place sous les escaliers, Thomas pouvait aussi le sentir à travers les fissures du bois déformé, sentir le froid s'infiltrer à travers les interstices d'isolation abandonnés depuis longtemps. Lorraine était encore au téléphone cet après-midi-là. Elle avait arpenté la maison pendant des heures, fumant une cigarette après l'autre jusqu'à ce que la cuisine empeste le papier brûlé et l'anxiété. Ses pas résonnaient comme un métronome, aigu, impatient, implacable. Il ne pouvait pas entendre les mots exacts, mais le ton était clair, sec, cassant, plus aigu que d'habitude. Quelque chose l'avait secoué. Puis silence. Un vrai silence. Pas de marmonnement, pas de tiroir qui claque, pas de verre qui teinte, juste le calme. Et dans cette maison, le silence n'a jamais été synonyme de paix. Cela signifiait que quelque chose se préparait. Quelque chose de pire que d'habitude. Plus tard dans la nuit, Thomas jeta un coup d'œil à travers les lattes étroites de la porte du placard et la vit debout devant la fenêtre du salon. Le tourne-disque avait joué son dernier morceau, et le seul son était le léger tic-tac de l'horloge murale. Dans sa main se trouvait une simple enveloppe blanche, légèrement froissée au coin. Elle ne l'ouvrait pas, elle le tenait simplement, l'agrippant comme si quelque chose de vivant allait surgir et disparaître. Son autre main trembla tandis qu'elle portait une cigarette à ses lèvres. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas juré. Elle regardait simplement dans le noir au-delà de la vitre, comme si elle attendait quelqu'un ou le défiait de venir. Thomas ne pouvait pas voir le contenu de la lettre, mais il le savait déjà. Le lendemain matin confirma tout ce que son instinct lui murmurait. Lorraine ne le lui a jamais dit directement. Elle n'en avait pas besoin. C'est ainsi que sa cruauté opérait non pas par confrontation, mais par mission. À travers des non-dits, à travers des choses, un enfant était obligé d'apprendre en silence. Il l'entendit de nouveau au téléphone. Cette fois, elle riait, amère et creuse. Le son ne toucha pas ses yeux. « Oui » dit-elle d'une voix forte, performative. Mort confirmée. Accident de voiture dans le Michigan. Corps disparu. Juste une épave calcinée. Une pause, puis plus froide qu'une engelure. Pas de testament, pas d'assurance, juste des décès. Et ce foutu gamin. Ce foutu gamin. Thomas. Son père était mort. Comme ça. Pas d'au revoir, pas de visite, pas d'excuses, pas de regard final. Juste des flammes sur une autoroute lointaine et une confirmation de seconde main dans une enveloppe gouvernementale. Et soudain, plus rien ne retenait Lorraine. Plus besoin de faire semblant. Aucune menace imminente de retour d'un père. Aucune responsabilité. Pas de laisse. Elle a arrêté de le nourrir. Pas de repas sauté, arrêté. Les journées passaient sans rien d'autre que la croûte d'un sandwich oublié ou de l'eau volée dans l'évier de la buanderie. La faim devint constante, un bourdonnement dans ses os, plus que de la douleur. C'est devenu une identité. Il avait oublié ce que ça faisait d'être rassasié. Ses côtes dépassaient. Ses gencives saignaient. Ses ongles se sont cassés et se sont fendus à cause du froid. Il a arrêté d'attendre de la nourriture et a commencé à fantasmer sur du papier à mâcher. Il disparaissait lentement, douloureusement et toujours. Il ne s'était pas attendu à ce qui allait suivre. Le premier étranger est arrivé un vendredi. Thomas reconnut immédiatement qu'il était différent. Il n'a pas frappé. Il est entré, les bottes couvertes de boue, le genre d'homme qui prend délibérément de la place. Son manteau était en cuir taché, sa voix grave et désinvolte, comme si le monde n'avait plus le pouvoir de le surprendre. Lorraine l'accueillit avec un rire que Thomas n'avait jamais entendu auparavant. Trop doux, trop impatient. Elle lui offrit à boire dans le placard poussiéreux qu'elle touchait rarement. Ils étaient assis dans le salon. Thomas écoutait derrière la porte du placard, osant à peine respirer. « Je ne cherche pas les ennuis », a déclaré l'homme. « Vous n'en aurez pas,
répondit Lorraine. Ils rirent encore. Et puis elle l'a dit. Il est silencieux. Il ne parle pas et personne ne s'enregistre plus. Thomas se figea. Elle n'essayait pas de lui faire du mal. Elle essayait de se débarrasser de lui. Ni dans un refuge, ni dans une famille d'accueil. Elle allait le vendre. Depuis, les étrangers sont venus plus souvent. L'un d'eux portait une eau de Cologne si forte qu'elle s'infiltrait à travers les fissures et lui donnait des hauts le cœur. Un autre puait l'essence. Certains ne parlaient pas du tout. Ils se contentaient de parcourir la maison, regarder autour d'eux, poser de vagues questions. L'un d'eux a demandé « Puis-je voir le garçon ?» Un autre a plaisanté « Combien pour le muet et Lorraine ?» Elle a ri. Elle a ri comme si c'était drôle. Cette nuit-là, Thomas ne pouvait s'empêcher de trembler, non pas de froid, mais de peur. Il se recroquevilla dans le coin de son placard, la mâchoire serrée si fort qu'elle lui faisait mal. Il essaya de ne pas pleurer. Les pleurs faisaient du bruit. Le bruit a été puni. Mais son corps l'a trahi. Les larmes coulaient silencieusement sur les haillons qu'il utilisait comme couverture. Il avait survécu au coup, à la famine et à l'humiliation. Mais ce n'était pas seulement de la douleur. C'était l'anéantissement. C'était sa fin. Pas avec un cri, mais avec une signature, avec un accord. Et puis il se souvint du papier, du croquis, du garçon du dessin assis dans un coin de lumière, un livre sur ses genoux, la lumière du soleil tombant comme une main, et des mots que M. Andrew avait écrits. Si jamais vous avez besoin d'aide, placez ce papier près de la fenêtre. Il n'y avait pas touché depuis des semaines, trop effrayé, trop incertain que ce soit réel, trop peur que cela n'aggrave les choses. Mais maintenant, c'était ça ou disparaître. Thomas rampa jusqu'au bord du placard et récupéra le papier de sa cachette sous le plancher. Ses mains tremblaient alors qu'il le dépliait. Les bords étaient effilochés, les coins tachés, mais le message était toujours là, toujours clair. Son cœur battait si fort qu'il pensait que cela pourrait résonner à travers le sol. Tous ses instincts lui criaient que c'était une erreur, qu'il serait attrapé, battu, effacé. Mais quelque chose de plus profond murmura « Fais-le ». Il attendit que la maison s'immobilise. Lorraine s'était évanouie sur le canapé, son verre renversé à côté d'elle. Le tourne-disque tournait en statique. Il connaissait son rythme. Elle serait absente pendant au moins 1 heure. C'était maintenant ou jamais. Il ouvrit la porte du placard d'1 centimètre, juste assez. Aucun craquement. Dieu merci. Il glissa dehors, le ventre contre le sol, comme il l'avait fait tant de fois lorsqu'elle le forçait à nettoyer le couloir. Mais cette fois, ce n'était pas l'obéissance. Cette fois, c'était la survie. La fenêtre avant était à 4 pieds. 4 pieds de terreur, d'espoir, de tout. Il rampa en avant, le souffle coupé, atteignit le rebord, déplaça le vase, glissa le papier derrière, juste assez incliné pour que quelqu'un, n'importe qui à l'extérieur puisse le voir, juste au cas où. Puis il recula en rampant, silencieux, rapide, comme une ombre. Lorsqu'il ferma la porte du placard derrière lui, Thomas était trempé de sueur. Ses doigts tremblaient et son estomac se retournait sous le poids de ce qu'il avait fait. Il resta assis, attendant. La nuit s'étendait sans fin devant lui et il ne dormait pas. Il n'a même pas cligné des yeux. Les genoux ramenés contre sa poitrine, le front pressé contre ses poignets, il murmura un mot à plusieurs reprises, à peine audible mais avec toutes les fibres de son être. « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Il en avait besoin pour fonctionner. S'il avait été vu, si la personne de l'autre côté se souvenait de lui, s'il n'avait pas oublié le garçon caché dans l'ombre, alors peut-être, juste peut-être, viendrait-il le chercher. S'il ne l'avait pas fait, il aurait au moins essayé. Pour la première fois de sa vie, il avait fait un choix non pas par peur, pas seulement pour survivre, mais pour atteindre quelque chose de plus. Quelque chose de mieux. Quelque chose au-delà des ténèbres. Il cherchait la lumière. Le matin arriva, comme toujours, dans le silence et le froid. Mais aujourd'hui, le poids dans l'air semblait plus lourd. Peut-être était-ce l'air lui-même, ou peut-être le poids de tout ce qui n'était pas encore arrivé. Thomas avait à peine dormi. Ses os lui faisaient mal à cause du parquet dur, et l'humidité du placard avait pénétré sa peau, lui faisant piquer les genoux là où les éclats s'étaient enfoncés. L'odeur fade de moisissure, si familière maintenant, s'accrochait à lui comme une chemise qui n'avait jamais été lavée. Ses yeux étaient à moitié fermés lorsque la porte du placard s'ouvrit brusquement sans prévenir. Pas de coup.
Aucune hésitation. L'ombre de Lorraine remplissait la porte comme un nuage d'orage. Lève-toi, aboya TL. Maintenant. Thomas sortit précipitamment de sa cachette, plus par réflexe que par compréhension. Il n'avait pas mérité la gentillesse d'un « s'il vous plaît » depuis des années. Ses jambes étaient raides, sa tête lui faisait mal. Il n'avait pas mangé depuis la veille, à moins que la croûte de pain qu'il avait volée dans la poubelle ne soit considérée comme de la nourriture. La main de Lorraine agrippa le dos de sa chemise, le tirant vers le haut, le col s'enfonçant dans son cou. Elle ne le regardait pas. Elle ne l'a jamais fait. Elle l'a traîné dans le couloir et dans la cuisine. Le sol froid mordait ses pieds nus. Ses talons claquaient brusquement contre le sol comme des marteaux, chaque pas alimenté par la rage. Ses cheveux étaient ébouriffés, tordus en un demi-nœud. Elle sentait la cigarette, le gin et la fureur non filtrée. La bouteille de la nuit dernière était toujours posée sur le comptoir, à moitié vide, à moitié oubliée. « Tu veux agir comme un animal ?» siffla Lorraine, le poussant vers le carrelage fissuré près du réfrigérateur. « Très bien, tu mangeras comme tel. » Thomas cligna des yeux, abasourdi, jusqu'à ce que son regard se pose dessus. Une assiette en carton sur le sol, recouverte de vieille nourriture. Des œufs gras sont devenus d'un vert maladif, une saucisse ratatinée et ce qui aurait pu être autrefois une crêpe collait désormais au carrelage avec du sirop, de la poussière et de la saleté. Des bouts de cheveux s'y accrochaient. Quelque chose de rouge était taché sur le bord, quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. Ce n'était pas seulement des déchets. C'était un message. « Vas-y » grogna Lorraine. Ses bras croisés, un sourire cruel dessinant sur son visage. « Mange-le. » Chaque foutu bouchée. Thomas regarda la nourriture. Son estomac se tordait de faim et de honte. Il avait mangé pire du pain moisi, des croquettes pour chien, et même du savon une fois mais quelque chose en lui le repoussait. Sa voix était brisée, à peine audible. Lorraine s'avança, le dominant. « Quoi » a-t-elle demandé. « Maintenant, tu es trop bon pour ça ?» Il n'a pas répondu. Ce n'était pas une bonne décision. Sa main lui frappa le visage avec une gifle retentissante, l'envoyant s'écraser sur le côté. Sa hanche a heurté le coin du meuble et sa joue était brûlante et piquante. « J'ai dit, mange » grogna Lorraine. Thomas se recroquevilla sur lui-même, une main attrapant le sol pour se stabiliser, l'autre protégeant sa tête, mais elle n'avait pas fini. Elle l'attrapa par les cheveux et le traîna vers l'assiette jusqu'à ce que son visage plane à quelques centimètres au-dessus. L'odeur lui faisait monter la bile dans la gorge. « Tu penses que tu es intelligent » grogna-t-elle en le secouant. « Tu penses que quelqu'un vient ? Hein ? Tu penses que tu comptes pour quelqu'un ?» Sa voix était brisée par la rage. « Tu n'es rien. Tu m'entends ? Rien. » Il ne pouvait pas répondre. Il ne pouvait même pas respirer. Elle rapprocha son visage de l'assiette et ses mains attrapèrent instinctivement le sol pour s'empêcher de tomber dans le désordre. « Mange-le » cracha-t-elle. « Comme le sale petit errant que tu es. » Thomas essaya de s'éloigner, mais le pied de Lorraine tomba sur sa jambe, le maintenant en place. Ses bras tremblaient, ses côtes hurlaient. La pièce commença à tourner. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il refusa de les laisser couler. Et puis, crac. La porte d'entrée s'ouvrit avec un bruit assourdissant. Pas un coup. Pas un craquement. Il avait été lancé. Ils se figèrent tous les deux. Lorraine se retourna, sa main tombant des cheveux de Thomas. « Que diable » elle a crié. Des pas suivirent, lourds, rapides, délibérés ou des bottes sur du bois dur. Une voix, basse et ferme, trancha la tension comme une lame. « Éloigne-toi de lui. » Et puis il est apparu. Monsieur Andrew. Mais pas la version de lui dont Thomas se souvenait, l'homme calme et posé en costume. Non. Cet homme ressemblait à une tempête prenant forme. Il était essoufflé, mais inébranlable. Son manteau s'évasait derrière lui, à moitié déboutonné. Son expression n'était pas paisible. C'était une fureur, juste et contrôlée, mais à la limite de quelque chose d'explosif. Quand ses yeux trouvèrent Thomas, recroquevillé sur le sol, entouré de crasses, Lorraine se tenant au-dessus de lui, quelque chose dans la poitrine de l'homme se craqua. Il s'avança et désigna Lorraine. Assez. Le mot n'a pas seulement fait écho. Cela remplissait toute la pièce. Lorraine recula d'un demi-pas en clignant des yeux.
Tu ne peux pas entrer ici, cracha TL. Je peux, rugit monsieur Andrew. Et je l'ai fait. Derrière lui venait un cortège, une femme vêtue d'un manteau anthracite avec un insigne du CPS attaché à la poitrine, un homme en costume portant une mallette en cuir. Chacun d'eux avait la même expression, il savait. Monsieur Andrew s'avança, se plaçant entre Thomas et Lorraine. Ses bras étaient largement écartés, protégeant complètement le garçon. « Éloigne-toi du garçon. » Lorraine tressaillit mais resta ferme. « Il est mentalement instable », a-t-elle crié. « Il ment. Il invente des choses. Je prends soin de lui depuis des années. »« Et qu'as-tu fait ?» a demandé monsieur Andrew, d'une voix basse mais pleine de conviction. L'employé du CPS est intervenu, d'une voix calme mais ferme. « Maman, nous avons une mesure d'expulsion d'urgence approuvée par le tribunal. Dossiers médicaux, photos, déclarations. Tu n'es plus son tuteur. Il vient avec nous. Tu ne peux pas le prendre. » Lorraine hurla. « Il n'est même pas de mon sang. Vous ne savez pas à quoi j'ai dû faire face. » Non, dit doucement monsieur Andrew. Mais nous savons ce qu'il a vécu. L'un des agents s'est installé. « Madame, éloignez-vous de l'enfant. » Le visage de Lorraine est devenu cramoisi. « Ne me touchez pas. Vous êtes tous fous. Il n'est rien. »« Vous avez dit cela, » a murmuré monsieur Andrew, juste avant que vous ne jetiez son visage dans les poubelles. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Ils ont lu ses droits dans la cuisine. Elle a crié, insulté Thomas, les a insultés, les a traités de menteurs, de diables, de monstres. Mais plus personne n'écoutait. Elle était menottée, toujours en train de se battre, toujours en train de se débattre. Ses sanglots parcouraient le couloir alors qu'il la traînait dehors. Et puis, silence. Thomas est resté au sol. Il n'avait pas bougé. Son visage flottait toujours au-dessus de l'assiette. Ses mains tremblaient sous lui. Cela ne semblait pas réel. Il s'attendait à être réveillé, ramené dans le placard, et à lui dire que ce n'était qu'un rêve. Mais à la place, il sentit une main sur son épaule. Pas dur. Je ne tire pas chaud. Constant. Humain. Monsieur Andrew s'est agenouillé à côté de lui. Je t'ai, dit-il. Thomas leva les yeux. La rage dans les yeux de monsieur Andrew s'était estompée. À sa place, il y avait quelque chose que Thomas n'avait jamais vu auparavant, la douceur. Pas de pitié. Pas de peur. Soin. Monsieur Andrew l'attrapa lentement. Peux-tu marcher ? Thomas a essayé. Ses jambes ont cédé, mais monsieur Andrew l'a rattrapé sans hésitation. Il l'a soulevé, non pas comme un déchet, ni comme un fardeau, mais comme quelque chose de précieux. Janice, l'employée du CPS, s'est avancée. Elle enveloppa Thomas dans une couverture chaude et douce. « Nous y sommes maintenant, » murmura-t-elle. « Tu n'y retourneras pas. » Monsieur Andrew l'a porté à travers la cuisine, devant l'évier moisi, devant le placard cassé et à travers la porte d'entrée dans la lumière. La lumière du soleil frappa Thomas comme un feu, aveuglant. Réel. Il détourna instinctivement le visage en plissant les yeux. Les larmes lui piquaient les yeux. Mais ce n'était pas à cause de la douleur. Ils étaient dus à son absence. Il avait vécu 4 ans dans l'ombre. Maintenant, pour la première fois, il était porté au monde. Pas caché. Vu. Alors qu'ils atteignaient la voiture, monsieur Andrew a murmuré, « Vous êtes en sécurité maintenant, Thomas. Vous êtes en sécurité. » Et pour la première fois depuis le jour où sa mère est partie en ambulance et n'est jamais revenue, Thomas y a cru. Il a commencé à dormir sans se mettre en boule. Il a demandé des secondes au dîner. Il a ri une fois et cela lui a fait peur. Le son lui parut étrange dans la gorge. Il a peint avec le docteur Lynn. Il a lu le site de Charlotte avec monsieur Byron. Il a joué une partie d'échecs avec Andrew et a gagné. Même s'il soupçonnait qu'Andrew l'avait laissé gagner, il commença à comprendre ce que signifiait être en sécurité et peu à peu, ce que signifiait être aimé. Ils ne l'ont jamais dit à haute voix, pas au début, mais c'était là. De la même manière qu'Andrew posait toujours une assiette en face de la sienne au dîner. Dans la façon dont il attendait dans le couloir devant la porte de Thomas jusqu'à ce que le garçon s'endorme. Dans la manière dont il a dit « Bonjour, Thomas », comme si c'était la phrase la plus importante au monde. Il construisait quelque chose ni rapide, ni parfait, mais réel.
Et pour un garçon qui n'avait connu que l'obscurité, c'était comme le lever du soleil. Il n'a pas fallu longtemps pour que la date d'audience soit fixée. À ce moment-là, Thomas vivait avec Monsieur Andrew depuis un peu plus de 3 mois. Les bleus avaient disparu. Le poids revenait lentement à son corps. Il avait appris à dormir la plupart des nuits sans se réveiller en criant. Mais les cicatrices ne s'estompaient pas aussi facilement. Il vivait sous sa peau, en silence, en rêve. Quand Andrew l'a fait asseoir et lui a dit que le procès approchait, Thomas s'est figé. « Est-ce qu'elle sera là ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. Andrew n'a pas menti. Oui. Thomas n'a rien dit pendant un long moment. Ses doigts tordirent l'ourlet de sa chemise. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas couru. Il a juste hoché la tête. « Je veux y aller, dit-il. Andrew tendit la main par-dessus la table et couvrit la main du garçon avec la sienne. « Tu n'es pas obligé, dit-il doucement. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, rapports médicaux, évaluation du CPS, déclaration de témoins. Vous ne serez pas forcé. »« Je le veux, » répéta Thomas, cette fois avec plus de détermination. « J'en ai besoin. » Le palais de justice sentait le papier et le cirage. Ces hauts plafonds faisaient penser à l'intérieur d'une cathédrale, mais sans le sanctuaire. Des pas résonnaient. Des voix murmuraient à huis clos. Thomas était assis à côté d'Andrew sur l'un des longs bancs en bois, la posture rigide, la chemise boutonnée jusqu'au col. Ses chaussures étaient trop serrées, mais elles brillaient de cirage, un petit signe de soin. Janice, l'assistante sociale du CPS, était assise à proximité, une gardienne silencieuse. Lorsque les portes s'ouvrirent et que Lorraine fut amenée, Thomas eut le souffle coupé. Elle portait une combinaison orange et des chaînes. Ses poignets et ses chevilles tintaient doucement à chaque pas. Mais ce qui stupéfiait Thomas, ce n'était pas le son, c'était sa taille. Elle avait l'air petite, pas faible, mais plus petite que la silhouette imposante qui avait autrefois hanté ses nuits. Ses cheveux étaient si serrés en arrière qu'ils soulevaient ses sourcils. Son visage était pâle, la peau tirée et ridée par la frustration. Ses yeux parcouraient la pièce comme ceux d'un animal pris au piège. Quand elle le vit, elle plissa les yeux, mais il ne broncha pas. Pas cette fois. Le procureur a présenté l'affaire méthodiquement, photos d'ecchymoses, rapports médicaux, témoignages d'experts, déclarations de travailleurs sociaux, et même les chiffons tachés de nourriture que Thomas avait autrefois appelés salitterie. Lorraine a bien sûr plaidé non coupable. Elle a affirmé que tout cela était exagéré, qu'il n'était pas bien, qu'elle avait fait de son mieux avec ce qu'on lui avait donné. Mais le juge n'y croyait pas, et le jury non plus. Puis vint la partie que Thomas avait acceptée, le témoignage. Ils l'ont appelé par son nom. Il se leva et se dirigea lentement vers la tribune. Ses jambes tremblaient, mais légèrement. Ses paumes étaient humides. Sa gorge était sèche. Mais il était grand. Andrew était au premier rang et hochait la tête. Son expression était pleine de force tranquille. Thomas leva la main, prêt à serment. Sa voix se brisa lorsqu'il répondit « Oui ». L'avocat n'a posé qu'une seule question, « Thomas, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire au tribunal sur votre expérience de vie avec l'accusé ?» Il tourna son regard vers Lorraine. Elle l'observait, les bras croisés sur sa poitrine comme si elle s'appuyait contre quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer, comme si elle croyait toujours pouvoir l'intimider pour qu'il se taise. Il inspira, puis dit simplement, « Elle ne peut pas m'enlever un autre jour de mon avenir. » Une pause. Personne n'a bougé. C'était tout. C'était tout ce qu'il avait à dire. Parce qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Il n'était pas là pour crier ou lui faire ressentir la douleur qu'il avait endurée. Cela l'aurait rendue trop importante. Elle en avait déjà assez pris ou des années qu'il ne pouvait pas récupérer. Mais pas ça. Pas lui. Pas plus. Le verdict est tombé rapidement. Coupable. Le mot résonna dans la salle d'audience avec une finalité silencieuse, plus lourde qu'aucun marteau ne pourrait frapper. Lorraine a été reconnue coupable de plusieurs chefs d'accusation, maltraitance sur enfant, séquestration et mise en danger psychologique d'un mineur. La décision du juge était ferme. Lorraine purgerait une peine dans une prison d'État suivie d'une probation. Elle n'aurait plus jamais le droit de faire appel pour la garde ou la tutelle d'un enfant. Elle a également perdu tout droit légal sur la succession de Walter Whittaker, sa pension, la maison et toutes ses économies. Tout cela lui a été retiré et redirigé vers les soins et l'éducation de Thomas. Lorsqu'elle a été emmenée menottée, elle n'a pas crié.
Elle ne s'est pas battue. Elle se contentait de fixer le sol, les épaules voûtées, comme si le poids de sa propre cruauté l'avait enfin retrouvée. Thomas n'éprouvait aucune joie. Il ne ressentait pas non plus de chagrin. Il se sentait immobile, comme si une porte s'était refermée derrière lui, et cette fois, il s'éloignait. Dehors, l'air était vif. Le ciel était d'un bleu parfait. Thomas et Andrew marchaient côte à côte sur les marches du palais de justice. « Fier de toi, dit simplement Andrew. Thomas hocha la tête. Andrew n'a pas demandé comment il se sentait. Il n'en avait pas besoin. Ils montèrent dans la voiture, bouclèrent leur ceinture de sécurité et allumèrent le chauffage. Alors que le moteur démarrait, Andrew regarda et demanda « Tu as faim ?» Et pour la première fois depuis des semaines, voire des mois, Thomas sourit. Oui. Après que Lauren soit allée en prison, Andrew n'avait pas hésité. Au cours de l'année, il a officiellement adopté Thomas. Les gens avaient trouvé cela inhabituel, un veuf, un homme de son âge, accueillant un garçon si blessé, si calme. Mais Andrew ne l'avait jamais traité comme un projet. Il ne l'a jamais traité comme un fardeau ou une case à cocher. Il le traitait comme un fils. Et cela a fait toute la différence. Avec l'aide d'Andrew et les conseils de thérapeutes, d'enseignants et d'âmes bienveillantes, Thomas a commencé à construire sa vie. Il est allé à l'école. Au début, il a eu du mal, certes, mais il avait faim. Avide de connaissances, de mots, du genre de liberté que procure l'apprentissage. Au lycée, il se découvre une passion pour la biologie. Il était attiré par l'ordre des choses, la clarté des causes et des effets, la merveille que le corps humain puisse endurer tant de douleurs et continuer à guérir, continuer à grandir, toujours respirer. Il est devenu médecin, non pas parce qu'il voulait soigner les gens, mais parce qu'il voulait se tenir à leur côté dans leurs pires moments et leur dire « J'ai été là. Vous n'êtes pas seul ». Pendant 35 ans, Thomas a travaillé comme traumatologue pédiatrique. Il tenait la main d'enfants battus, brûlés, abandonnés. Il les regarda dans les yeux et vit des morceaux de lui-même. Il ne pouvait pas effacer leur douleur, mais il pouvait en être témoin. Il pourrait l'honorer. Il pouvait parler au nom de ceux qui étaient trop blessés pour parler pour eux-mêmes. Plus tard, il a fondé une organisation à but non lucratif, The Light Beneath the Stair Foundation, dédiée à fournir des conseils, des logements de transition et une défense juridique aux enfants fuyant la maltraitance. Au cours des 20 dernières années, cette fondation a aidé plus de 4000 enfants. Les gens lui demandaient souvent « Où as-tu trouvé la force ?» Il n'a jamais dit que la réponse était facile, car la vérité était qu'il ne l'avait pas trouvée seul. Andrew est décédé 30 ans plus tard, tranquillement dans son sommeil, dans la maison même où il avait autrefois transporté un garçon tremblant hors de l'ombre et dans la lumière. Ce matin-là, Thomas resta longtemps assis à côté de lui, lui tenant la main. Andrew ne lui avait jamais dit exactement ce qui l'avait poussé à revenir ce jour-là ou le jour où il avait franchi la porte d'entrée en criant un mot qui avait divisé une vie en deux, assez. Mais Thomas savait que cela lui avait coûté quelque chose. Andrew avait porté son propre chagrin. Il avait enterré un fils, affronté une douleur qui aurait pu l'épuiser à jamais. Mais il a choisi de voir un autre enfant. Il a choisi d'agir et cela a tout changé. Thomas ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Mais il aimait. Il a encadré. Il se tenait dans les salles d'audience aux côtés de jeunes survivants qui n'avaient personne d'autre. Et il a parlé pour eux. Il n'a jamais dit qu'il était guéri. Selon lui, la guérison n'était pas une destination. C'était une route accidentée, sinueuse et imparfaite qu'il fallait parcourir pas à pas. Certains jours, les vieilles voix chuchotaient encore. Certaines nuits, l'obscurité semblait encore trop proche. Mais il a continué à marcher parce que maintenant il savait ce que signifiait marcher au soleil. Au-dessus de son bureau, encadré et soigneusement conservé, était accroché un vieux dessin, le même qu'Andrew avait laissé derrière le vase tant d'années auparavant. Un garçon assis sous une fenêtre, maigre mais pas brisé, la lumière se répandant sur les pages du livre posé sur ses genoux. Thomas avait gardé ce dessin toute sa vie. Chaque fois qu'il le regardait, il se souvenait du garçon qu'il avait été autrefois effrayé, affamé, silencieux et il se souvenait du moment où ce garçon avait fait le choix de tendre la main. Croire, ne serait-ce qu'une seconde, que quelqu'un pourrait écouter. Cette croyance ne l'a pas sauvé. Mais c'est ainsi que les économies ont commencé. Thomas Whittaker n'a jamais vraiment quitté le placard sous les escaliers. Bien qu'il soit devenu médecin, philanthrope, homme qui a construit 2 hôpitaux pour enfants et financé des programmes de guérison après un traumatisme à travers le pays,
une partie de lui vivait toujours dans le noir. En silence, recroquevillé dans un coin. Personne ne pouvait voir les ombres de cette époque, elles n'ont jamais complètement disparu. Il lui rendait visite en rêve, dans les moments calmes après minuit, de la même manière qu'il sursautait parfois lorsque les portes se fermaient trop vite ou que les voix s'élevaient trop brusquement. La douleur du passé n'a pas disparu. Il a simplement appris à porter des vêtements différents. Mais Thomas ne s'est jamais laissé posséder. Il l'a utilisé. Il a transformé l'obscurité en carburant et la douleur en but. Tout au long de ses décennies de travail, il a fait bien plus que guérir des blessures. Il a remarqué les choses que les autres n'ont pas remarquées. Le garçon qui ne parlait jamais. La fille qui n'aimait pas qu'on la touche. L'enfant qui disait toujours qu'il allait bien, même lorsque ses yeux racontaient une autre histoire. Thomas savait quoi écouter dans le silence. Il y avait lui-même vécu autrefois. Il n'est jamais devenu riche selon les normes traditionnelles. Il ne se souciait pas de la célébrité. Mais lorsqu'il est mort paisiblement dans son sommeil, entouré d'amis, d'infirmières et de dizaines de dessins encadrés réalisés par des enfants, il a laissé derrière lui quelque chose de plus grand qu'un héritage. Il a laissé derrière lui la lumière. Interrogé sur son succès, Thomas n'a jamais parlé de richesse ou de distinction. Il a parlé de sa mère, Myriam, qui préparait des crêpes et chantait du jazz le dimanche matin. Il a parlé du dessin que Monsieur Andrew lui avait donné et de la note qui disait « Si jamais vous avez besoin d'aide, mettez ceci dans la fenêtre ». Il a parlé d'un jour au début de l'automne où l'homme en costume gris a ouvert la porte d'entrée d'un coup de pied et a crié « Assez ». Un mot. Mais pour Thomas, c'était tout. C'était la première fois que quelqu'un traçait une ligne dans le sable et disait « Cela se termine maintenant ». Parce que parfois, il ne faut pas un miracle pour sauver quelqu'un. Parfois, il suffit d'une personne prête à regarder, à remarquer, à s'en soucier, pour dire « ce n'est pas bien ». Parfois, tout ce qu'il faut, c'est vous. Alors maintenant, une question pour vous, avez-vous déjà vu quelqu'un comme Thomas? Un enfant toujours silencieux en classe. Un voisin qui ne répond jamais à la porte? Un enfant qui semble trop mature, trop prudent, trop invisible? Dans notre monde occupé et bruyant, combien de personnes crient doucement, sans mots, dans l'espoir que quelqu'un le remarque? Et si vous le remarquiez, prendriez-vous la parole? Seriez-vous la personne qui dit « assez » ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si cette histoire vous a ému, inspiré ou fait réfléchir. Veuillez prendre un moment pour aimer, vous abonner et partager. Pas pour nous, mais pour ceux qui vivent encore dans le noir, attendant que quelqu'un leur ouvre la porte. Parce que parfois, vous pourriez être la lumière qu'ils espéraient voir. Merci de passer votre temps précieux avec nous. Que vos journées soient remplies de chaleur, de sens, de bonne santé et de moments de calme qui vous rappellent que vous n'êtes jamais seul. Rendez-vous dans le prochain.